et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin, qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons, entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alain Moueix sur notre podcast. Et bien, pour entamer tout simplement, je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu le feras encore mieux que moi. Merci Nicolas. Tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Donc Alain Moueix, oui, depuis un mois de septembre 1964, qui est un grand millésime, je porte ce nom. Ma famille est dans la viticulture. Le nom de Moueix sur la rive droite de Bordeaux est assez implanté. Voilà, et quand je suis né, j'ai vécu pendant les premières années au château Trotanoy à Pomerol. Et j'avais l'habitude il y avait à l'époque un vieux vigneron qui s'appelait Monsieur Coulot, qui avait son cheval. Enfin, voilà, j'avais l'habitude, à l'époque, les jours de congé, c'était le jeudi après-midi, et j'avais l'habitude d'aller passer du temps avec lui, et je pense que ça a sans doute un petit peu marqué la suite. Voilà. Ensuite, mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Bon, ma mère était des Hautes-Pyrénées, donc je suis parti avec ma sœur vivre dans les Hautes-Pyrénées. Et je ne suis pas revenu en Gironde après mes études. Au moment des études, je n'ai pas voulu venir à Bordeaux parce que voilà, je n'avais pas très envie de me rapprocher trop vite du Bordelais. J'ai fait une école d'ingénieur agricole à Toulouse et également l'énologie à Toulouse. Et ensuite, j'avais un petit peu envie de voir autre chose. Et puis, j'étais assez peu doué pour les langues. Or, je savais bien qu'il faudrait qu'à un moment, je sois capable de parler anglais à peu près correctement. Donc, je me suis dit, je veux partir loin, dans un endroit où on fait du vin et où on parle anglais. Quand tu mets ces 3 critères dans une machine, ça te sort la Nouvelle-Zélande. Par exemple. Voilà. Donc je suis parti pendant 2 ans travailler en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Cumieux River Wines, la famille Brajkovic, qui fait des vins très raffinés. Et j'ai beaucoup apprécié ce temps là-bas. Et peut-être que ça m'a... Sur quel cépage d'ailleurs ils sont surtout sur le pinot noir et le chardonnay. D'accord. Et du sauvignon blanc aussi, parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un peu incontournable. Ouais. Voilà. À l'époque, ils avaient un petit peu de merlot. Mais ils ont arrêté. Ils ont arrêté pour favoriser le pinot noir qui est sans doute plus adapté au lieu. Terroir, ouais. Ouais. Voilà, je pense que ça m'a un petit peu marqué en ce sens que là-bas tout est possible. On veut essayer quelque chose, il n'y a pas de réglementation qui empêche. Les gens sont très, très à la recherche. Ils ne sont pas enfermés dans des traditions, c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Donc voilà, je pense que ça m'a un petit peu influencé. Pas d'idées préconçues. Absolument. Ce qui est plus difficile aujourd'hui en France, c'est ça que tu entends aussi. Voilà, un vent de liberté qui était appréciable et qui me correspondait assez bien. Et voilà, et après je suis rentré en France après 2 ans. Et j'ai commencé à m'occuper en tant que directeur du château Mazères à Pomerol. D'accord. Et j'y suis toujours, donc ça commence à faire un petit moment. Puisque c'était en 1992. Oui. Et alors, pour parler un petit peu d'actualité, parce que du coup, Château Mazères est toujours d'actualité, comment se sont passées un peu les vendanges cette année, rapidement ? Ah, cette année, elles se sont bien passées, elles ont été précoces. On a de plus en plus souvent des vendanges précoces. Précoces pour le démarrage, mais très lentes, en ce sens qu'on a démarré le 5 septembre et qu'on a fini le 29, je crois, donc ça fait des vendanges très longues. Mais pendant ce temps-là, on a vendangé que 11 jours, ce qui fait qu'il y avait plus de jours où on ne vendangeait pas que de jours où on vendangeait. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le climat a fait que des parcelles ont mûri plus vite, d'autres ont pris leur temps, donc il a fallu s'adapter. Voilà, parfois, il y a une semaine où on n'a vendangé qu'une journée, etc. Voilà. Et généralement, du coup, pour donner un peu un ordre d'idée à nos auditeurs, vous vendangez d'habitude en combien de temps au Château Mazères ? Il y a des millésimes où quand on démarre, tout est à suivre. Ouais. En 2 jours, c'est plié. Et puis voilà, il y a des millésimes à l'inverse. Mais c'est vraiment pas nous qui décidons, c'est le raisin. Tous les jours, on passe dans toutes les parcelles, on les goûte, on déguste les baies. Et quand on estime qu'elles sont mûres, mais pas trop, parce que la surmaturité ne m'intéresse pas. Et le merlot est un cépage, le merlot, on en parlera, qui est notre cépage principal, est assez sensible à la surmaturité. Il peut vite passer de pas mûr à trop mûr. En 2-3 jours, ça bascule. Et à ce moment-là, on perd un petit peu d'éclat, je trouve, dans les vins. Voilà, donc on est attentif à ça. C'est une période assez intense.
Et donc le millésime se présente bien dans l'ensemble. Le millésime se présente bien, oui. Avant de repasser un peu sur ton parcours, je trouve ça toujours un peu intéressant de parler de sujets d'actualité. Bordeaux a été pas mal touché par des problématiques récemment. Il y a des problématiques d'arrachage, de campagne d'arrachage, des problématiques notamment aussi de maladies sur ce millésime-là. Vous avez été relativement épargné par ces maladies ? On n'a pas été épargné par la pression, parce que tout Bordeaux était sous la pression d'une maladie qu'on appelle le mildiou, qui se développe au printemps, dans des conditions quand il fait plutôt chaud et humide. Or, c'est de plus en plus souvent le cas au printemps. On a la chance d'avoir des automnes de plus en plus stables, ce qui fait qu'on fait de plus en plus de grands millésimes par rapport à... Et quand j'ai commencé ma carrière, sur 10 ans, il y avait 2-3 grands millésimes, 2-3 très moyens et les autres intermédiaires. Aujourd'hui, les très moyens n'existent plus, il y a 2-3 intermédiaires, plutôt 2 sur 10 ans, et tout le reste, ce sont des grands millésimes avec des caractéristiques différentes d'un millésime à l'autre. Mais voilà, par contre, au printemps, on a de plus en plus un temps chaud et humide, qui est favorable au développement de cette maladie que l'on appelle le mildiou. J'avoue que nous avons réussi à passer à travers, puisqu'on a un volume de récolte qui est tout à fait normal. Voilà. Bon, on en parlera, mais je pense que notre approche avec la biodynamie, en étant très à l'écoute de ce qui se passe et en étant toujours en prévention, nous permet de passer à travers ces millésimes difficiles au printemps et de récolter de manière normale. Voilà. Après, que nous ayons un peu de mildiou, oui, il faut qu'ils vivent. Hein. Il y a toujours un petit peu par-ci par-là, une baie par-ci par-là qui est touchée par le mildiou, mais rien de significatif. Hein. Bon, c'est génial alors, c'est une belle année qui s'annonce alors pour Château-Mazères. Et alors du coup, on refait un petit peu on revient un peu dans le passé. Moi, j'aimerais bien savoir, tu as parlé du coup de ton enfance, de cette rencontre qui a potentiellement façonné un petit peu cet intérêt pour le vin. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta décision, où tu t'es dit, c'est bon, là maintenant, je veux... aller dans le monde du vin, c'est ça qui m'intéresse, et c'est sûr que c'est là-dedans que je veux travailler. Ça s'est fait progressivement. Après mon baccalauréat, j'ai hésité à faire médecine ou aller vers l'agriculture. Au départ, c'était plutôt l'agriculture en général qui m'attirait. D'accord. D'où ce choix d'une école d'ingénieur agricole, pas spécialisée en viticulture du tout. Et puis, petit à petit, au fil des années d'études, ce sont des études qui durent 5 ans, j'ai senti cet appel de la vigne. J'allais pendant les vendanges, je retournais en Gironde, je suivais un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Béroé, qui est l'énologue de la maison Jean-Pierre Moix. D'accord. Pendant les vendanges, je le suivais dans sa voiture, on allait de cuvier en cuvier et de parcelle en parcelle. Et voilà, et j'ai senti qu'il y avait là un appel. Et ça m'a paru presque une évidence. Donc c'est un appel progressif, mais qui confirmait chaque étape, et en même temps une ouverture au départ, ce qui est génial. Ça te fait que confirmer une décision lente, on va dire, c'est une décision aussi qui est plus sereine peut-être dans le temps, non ? Oui, absolument. Et du coup, super. Et donc tu arrives progressivement, on va reprendre un petit peu ce que tu nous disais là, tu arrives à la direction du Château-Mazères. Comment ça s'est fait un petit peu Je suis rentré de Nouvelle-Zélande. Pour des raisons familiales, j'ai préféré ne pas travailler au sein de la famille, parce qu'il y avait à ce moment-là quelques petites difficultés dans lesquelles je ne voulais pas m'engouffrer. Et peu importe. Donc j'ai tout simplement vu une annonce, un recrutement très classique. Et donc j'ai commencé à m'occuper du Château-Mazères en 1992. Et à partir de 2001, j'ai pris l'exploitation du château Fonroc, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, qui était une propriété familiale, qui appartenait à moitié à mon père, à moitié à ma tante. Et mon père m'ayant confié ses parts, j'ai repris également l'exploitation. Tout en gardant le Château-Mazères. Tout en gardant le Château-Mazères. D'accord. Et je m'occupe toujours des 2 propriétés. D'accord. Alors pour être tout à fait clair, entre-temps, le château Fonroc a dû être vendu, parce que ma tante a 2 filles, mais pas de petits-enfants. Elle m'a dit, écoute, compte tenu des circonstances, je préfère mettre à l'abri mes filles, et puis vendre. Bon, moi, je n'avais pas les moyens de racheter ces parts, c'était difficile.
Donc j'ai dit d'accord, mais à une condition, c'est que je trouve une personne qui s'intéresse à la biodynamie, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais depuis 2002, Fonrock était à 100% en biodynamie. D'accord. Donc c'est Donc une pour conversion moi, que tu avais entamée ou pas? Que j'ai entamé, oui. D'accord. Ouais. Parce que tu me dis que tu as repris en 2001, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc j'ai repris en 2001, le temps de faire le tour de la question, décision rapide. De me faire accepter par l'équipe. J'ai ensuite voulu tout de suite passer en biodynamie. Et donc l'idée que Fonrock repasse à la chimie m'était absolument insupportable. Ouais. Donc j'ai cherché, et puis j'ai trouvé une famille qui s'appelle la famille Guillard, qui s'est intéressée aux crus, et ces gens m'ont dit, écoutez, on achète, mais on souhaiterait que vous restiez, parce qu'on veut poursuivre la biodynamie, et c'est vous qui avez l'expérience. Donc ils m'ont demandé de rester, donc j'y suis toujours. Et ça s'est fait en 2002, ça? Ça s'est fait en 2017. 2017, d'accord, oui, donc ça a été 2017. Un long chemin depuis. Voilà. Donc tu as gardé, en fait, pendant toutes ces années, tu as continué à développer cette biodynamie, ouais, donc effectivement, oui, de 2002 à 2017, ça faisait sens de le garder encore et encore. Et je suppose que du coup Château-Mazère aussi est en biodynamie. Château-Mazère aussi. Mazère a été converti plus tard parce qu'il fallait être prêt pour le faire. Ouais. Donc on a démarré ça en 2011. On est depuis à 100%. Enfin, on a démarré ça sur des essais, sur des parties à partir de 2009, mais à 100% à partir de 2011. Et alors quand on arrive justement dans un domaine comme Château-Fonrock, par exemple, tu arrives en 2001. En 2002, tu convertis déjà à la biodynamie. Tu dis justement, voilà, on rencontre, il y a une équipe, etc. Il y a des manières de faire. Ça a été simple de convaincre tout le monde de prendre ce tournant, parce que je suppose qu'il y avait peut-être un chef de culture ou un œnologue, ou comment ça s'est fait? Non, tu sais, Fonrock, c'est 17 hectares et demi, donc il y avait... Avant, c'était exploité par les établissements Champion-Wex, qui exploitent beaucoup de propriétés, donc il y avait toute une structure. À partir du moment où je reprenais, je n'avais avec moi que les vignerons, hein, qui travaillent, les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Et j'ai constitué ma propre équipe en complément. Mais ce qui est amusant, c'est que quand je suis arrivé, tous les gens qui étaient là avaient été embauchés par mon grand-père. Non pas par mon père, mais par mon grand-père. Donc c'est des gens qui étaient arrivés tout jeunes et qui avaient fait toute leur carrière à Fonrock et qui étaient tous à quelques années de la retraite. Donc ça veut dire qu'ils m'avaient connu tout bambin. Et donc, voilà, ils m'ont vu arriver là, et quand j'ai commencé à leur dire qu'on allait changer un petit peu les habitudes, parce que passer en biodynamie, c'est d'abord en bio et en biodynamie, c'est vraiment changer les habitudes. Et ceux qui ne le prennent pas comme ça sont ceux qui ont des échecs éventuellement. Hein, parce que ça ne consiste pas simplement à arrêter des produits chimiques pour les remplacer par je ne sais quel produit miraculeux qui remplacerait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est toute une démarche, une manière de penser, d'organiser le travail, de réfléchir. C'est un regard sur la viticulture qui est très différent. Et il est nécessaire pour que cela fonctionne. Donc quand je suis arrivé avec ces idées, ça les a un petit peu impressionnés, un petit peu effrayés, si je peux dire. Oui, bien sûr. J'ai essayé de comprendre de quoi ils avaient peur. Je me suis rendu compte qu'ils avaient peur de deux choses. La première, c'est d'avoir des maladies et de devenir un peu la risée du quartier. Et l'autre, c'est d'avoir des vignes sales. Il y avait cette idée, tu sais, que quand tu es en bio, tu as forcément des vignes pleines d'herbes. Voilà. Qui était quelque chose qui revenait beaucoup, j'ai l'impression, avant, et qui est un peu moins aujourd'hui, dans le sens où les gens sont un peu plus acclimatés, et on n'a plus du tout cet esprit de vigne sale parce qu'on a de l'enherbement ou ce genre de choses. Voilà, oui, d'accord. Absolument. Ouais. Le vignoble de Fonrock est bien tenu. Après, tout dépend de ce qu'on appelle ça, des vignobles tels qu'on les voyait dans les années 80 où il n'y a pas une herbe à 3 km. Bon, ça, c'est évidemment pas souhaitable. Mais les herbes qui sont dites des mauvaises herbes et qui n'ont rien de mauvais, voilà, à partir du moment où elles sont maîtrisées, ne sont pas gênantes, au contraire. Elles participent à la biodiversité. Donc il a fallu travailler là-dessus, éduquer, expliquer, et rassurer surtout. Je leur ai dit, voilà, écoutez, on le fait pendant 1 an. Moi, je préfère le faire sans transition, parce que sinon, on va le faire à moitié. D'accord. Ouais, il y a des grandes chances que ça ne marche pas. Donc, si on y passe totalement et à 100%, il faut que ça fonctionne. Mais faisons-le ensemble, et puis on va apprendre ensemble aussi, parce que je n'avais pas la prétention de connaître l'agriculture biologique ni la biodynamie. C'était quand même un peu une aventure aussi. Il n'y avait pas grand monde dans le coin à l'époque pour éventuellement sur qui s'appuyer au niveau de l'expérience et par rapport au climat bordelais. Et c'est justement ce que j'allais te poser comme question, c'est comment est-ce que ça t'est venu à toi
Parce que on a l'impression que c'est un peu une évidence, mais bon, 2001, 2002, c'est pas non plus déjà la mode, on va dire, parce que c'est une sorte de mode aujourd'hui au niveau de la consommation, je parle, pas forcément juste au niveau de la manière de procéder et de produire, mais c'était pas vraiment une mode, c'était pas forcément très répandu non plus. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as... Comment est-ce que tu t'es renseigné? Comment est-ce que ça c'est venu à toi, on va dire? Tu as dit le mot, c'était effectivement à un moment, ça m'est apparu comme une évidence qu'il fallait faire ça. Bon, il y a évidemment tout un chemin pour aller là. Pendant mes études, on m'a appris que l'agriculture raisonnée allait permettre de résoudre les problèmes liés aux produits phytosanitaires. Donc à l'époque, je croyais ce qu'on me disait, et j'étais jeune. Et donc quand je suis arrivé à Mazères, j'ai converti Mazères à l'agriculture raisonnée. On a adhéré à une association qui s'appelle Terravitis, donc on a été contrôlé par l'AFNOR au niveau de l'agriculture raisonnée. On a fait ça très, très sérieusement. Et je me suis rendu compte de l'intérêt de la démarche, parce qu'il y en a un, évidemment. Le fait de devoir justifier ce que l'on fait oblige déjà à réfléchir à pourquoi on le fait. C'est vrai. Et à améliorer ses pratiques. Malgré tout, même s'il y a une liste de produits qui sont interdits, il y en a encore beaucoup qui sont autorisés, et je n'étais pas tout à fait satisfait. Je voulais aller plus loin que ça. Donc j'ai regardé ce qui était possible. J'ai vu l'agriculture biologique. J'ai compris que c'était déjà un grand pas. Un pas essentiel. J'ai goûté des vins. Parfois, je n'étais pas tout à fait satisfait. Tu sais, quand on est en biodynamie, on utilise souvent les 4 éléments pour décrire les choses. Donc c'est un peu une habitude que j'ai du mal à m'en défaire. Mais les vins en bio, souvent, exprimaient beaucoup la terre, au détriment plutôt de la dimension aérienne dans le vin. Alors évidemment, quand c'est sur des très grands terroirs, rien que le fait de passer en bio a tout de suite un effet, parce que les grands terroirs pardonnent tout. Mais sur des terroirs plus intermédiaires ou moins prestigieux, voilà, j'étais pas toujours convaincu par certains vins. Et j'ai goûté des vins en biodynamie, et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose en plus. À l'époque, j'ai demandé à la personne que j'avais choisie pour m'accompagner à Fonroc de venir avec moi en Bourgogne et en Alsace. On est allé voir des gens qui pratiquaient la biodynamie déjà depuis plusieurs années. Ça nous a d'abord donné des pistes de réflexion, ça nous a rassurés, et ça a fini de nous convaincre, parce qu'on a goûté des vins qui étaient absolument remarquables, entre autres choses. Donc, ce qui a guidé un petit peu, excuse-moi de te couper, ce qui a guidé, c'est aussi le fait de se dire, au niveau gustatif, il y a quelque chose. Je sens quelque chose de différent. Alors, ma motivation était plurielle. Hein. Il y a la qualité du vin, effectivement. Il y a la pérennité de la vigne. Pour qu'une vigne perdure, il faut que le sol soit vivant. Or, la biodynamie, je me suis rendu compte, a un effet très fort sur la vie du sol. Un sol, ça n'est pas qu'un substrat minéral. Oui. Dans un gramme de sol, il y a 10 puissance 8 êtres vivants, des levures, des bactéries, des insectes et autres. Donc si c'est vivant, c'est fragile par définition. Et voilà, il y a la motivation du personnel aussi. Moi, je suis assez allergique à tous ces produits dès que je les touche. D'accord. J'ai des réactions, donc je me dis, voilà, si je peux m'en éloigner. Moi, mais aussi tous ceux qui sont dans la vigne, qui Bien travaillent. sûr. Je me dis, il y a ce que certaines personnes sont réactives, d'autres ne le sont pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas affectées. Donc je préférais, voilà, et puis j'avais le sentiment qu'il y a aussi une dimension d'harmonie avec la nature quand on va vers ce genre de pratique. Voilà, il y a quelque chose qui m'a parlé, et on a foncé. D'accord. Voilà, et je ne regrette rien du tout. Je ne peux pas dire que je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que si j'avais été capable de le faire avant, je l'aurais fait. Donc ça n'a pas de sens. Mais par contre, je ne regrette pas du tout de ce choix, et je pense qu'il m'a permis d'être aujourd'hui toujours vigneron. D'accord. Je pense que sinon, au bout d'un moment, je me serais ennuyé. Parce qu'il y a un petit peu une manière de faire qui chez certains, est toujours la même. On fait la même chose de la même manière. Voilà. Ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la Nouvelle-Zélande, ce besoin un peu d'expérimentation, d'expérimenter, d'essayer, était toujours là. Et voilà, donc je pense que ça m'a permis de m'épanouir en tant que vigneron, cette biodynamie. Oui, donc aussi, ça devient une motivation personnelle aussi, et une excitation, on va dire, à la vigne chaque jour. Et alors,
vous êtes certifié en biodynamie? Donc j'ai commencé la bio en 2002 à 100% sur Fonrock, Ouais. et la biodynamie sur à peu près la moitié, puis on a fini de la mettre en place sur 2 ans. La première année, je ne voulais pas me faire certifier. J'avais dit, bon, on a assez de paperasse comme ça dans ce métier, c'est bon, il y en a de plus en plus. Encore des contrôles, encore des contraintes. Bien sûr. On va faire de la bio, et puis de la biodynamie, et puis c'est tout. Au bout d'un an, j'ai changé d'avis. D'abord parce que quand je disais autour de moi que je faisais de la bio, de la biodynamie, il y en a qui me disaient « Ah, toi aussi ». Bon, connaissant leur pratique, je me suis dit on ne parle pas tout à fait de la même chose. D'accord. Et puis il y en a d'autres au contraire, que je parle, il y a peut-être un effet miroir qui les gênait, en tout cas il y avait parfois des réactions un petit peu tendues. Je me suis dit, bon, si on veut être crédible, il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, et le seul moyen, c'est d'être certifié. Oui, donc on a commencé à se faire parce qu'en fait, certifier. le fait de ne pas être certifié, ça apporte cette liberté de dire, ok, je le suis, mais si demain j'ai plus envie de l'être, hop, Voilà. je l'arrête pour telle ou telle pratique, et personne n'en sait rien, entre Personne guillemets. n'en sait rien, Voilà. et le discours reste le même. Et bon, Donc la certification a un sens aussi pour Mm. prouver et montrer Ouais. que c'est un engagement à 100% aussi. Voilà, Quoi. elle oblige à une certaine rigueur. D'accord. Ceci étant, c'est une fois qu'on a été contrôlé une fois, on se rend compte que voilà, il suffit après de suivre. Tout le monde est dans les clous, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça oblige à avoir une bonne traçabilité sur ce que l'on fait. Donc on a commencé à se faire contrôler pour la bio en 2003. 3, 4, 5 étaient en conversion, 2006 était en biodynamie. D'accord. En bio, pardon, en agriculture biologique. La biodynamie, j'ai attendu d'avoir un petit peu plus de recul avant de commencer à me faire certifier. D'accord. Donc on a adhéré à un syndicat de viticulteurs en biodynamie qui s'appelle Biodivin Et alors justement, en 2005. En 2005, ok. Mais comment on choisit Biodivin, Déméter? Enfin, pourquoi Biodivin? Pourquoi... Enfin... Parce que dans Biodivin, j'ai apprécié l'approche qu'ils ont, c'est-à-dire que ça n'est que des viticulteurs. Donc on est sûr de discuter avec des gens, un langage que l'on comprend, et de pouvoir éventuellement progresser plus vite dans la manière dont on adapte la biodynamie à la viticulture, puisque la biodynamie a été on va dire systématisée ou mis en place par un monsieur qui s'appelle Rudolf Steiner en 1924, mais il ne parlait que de polyculture et élevage. Donc ce que l'on fait en monoculture telle que la vigne est une extrapolation de ce qu'il a pu donner comme concept. Je comprends. Donc de fait d'être avec des viticulteurs, et puis aussi, à cette époque, à Biodivin, il y avait une certification sur les vins. Donc c'était pas que la vigne, c'était aussi les vins, avec un cahier des charges sur les vins, qui dit qu'on a le droit de mettre des raisins, évidemment, un petit peu de soufre si on veut, et puis c'est tout. La liste des produits autorisés est rapidement parcourue. Donc ça me convenait aussi. Je trouvais que c'était bien parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait parfois des vins en biodynamie qui étaient parfois un peu déviants, un peu borderline. Moi, j'aime pas du tout ça. Un vin, c'est l'expression d'un terroir, et pour qu'un vin exprime son terroir, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit net. Donc voilà. Et puis je connaissais déjà quelques viticulteurs membres de Biodivin, tels que la famille Sorel, tels que Anne-Claude Leflève, Olivier Ambrecht. Donc je me suis senti plus à ma place dans Biodivin. Et donc aujourd'hui, à la fois Mazères et Fonrock sont membres de Biodivin. Et, voilà. Et alors au niveau gustatif, justement, tu parles il y avait parmi les motivations, tu parlais du gustatif. Est-ce que tu as vu cette évolution, justement? Ah oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi, à la fois pour le château Mazères et à la fois pour le château Fonrock aujourd'hui? Ça fait des vins qui ont plus de verticalité. Alors, je vais m'expliquer. Il y a parfois des vins où en bouche on a une sensation de choses plates. Tu sais, surtout si on est sur des raisins un peu trop mûrs, où il n'y a pas d'acidité, ça s'écrase. Moi j'aime les vins qui se tiennent droit, qui ont cette sensation de verticalité. À partir du moment où il y a une verticalité dans le vin, ça veut dire qu'on crée un espace en milieu de bouche. On crée une sensation d'avoir plus de matière sans forcément avoir plus de tanin. Tu vois, cette ouverture que tu as en milieu de bouche. Et ça donne une respiration au vin. Tout à l'heure, je parlais d'air. Cette dimension aérienne dans le vin, cette ouverture, elle est apportée favorisée en tout cas par la biodynamie. Ça a tendance à faire des finales plus longues, plus précises, plus cristallines, qui vont vers le haut, pas vers le bas.
Ça permet... Quand tu dis vers le haut, c'est-à-dire qu'il en relève... fin de bouche, ouais, t'as l'impression que ça monte. Voilà. Ouais, d'accord. Ça permet d'avoir des tanins aussi, puisqu'on est sur des vins rouges plus raffinés, plus élégants. Bon, c'est le terroir qui donne des tanins plus raffinés, mais ça exprime plutôt cette partie-là au détriment de la partie la plus rustique. Il y a toujours dans une propriété 2 ou 3 parcelles qui produisent des vins un peu moins fins. Ben voilà, ça permet de bien améliorer ça. Ça donne des vins plus vivants, si je peux dire. Et puis, je trouve que c'est des vins qui, quand on les consomme, ont une ivresse élevée. C'est-à-dire que tu as tendance à... Tu sais, parfois, il y a des vins, tu bois un verre et tu as l'impression qu'ils t'enterrent. Tu dis, il faut mieux que j'arrête là, parce que sinon, demain, je vais le regretter. Puis il y a des vins, au contraire, qui te nourrissent, qui te font du bien, voilà. Et je trouve que les vins en biodynamie ont cette vertu de ne pas fatiguer. Voilà. D'accord. Ça donne une belle explication déjà de tout ce qui a pu exprimer, tout ce qu'a pu exprimer la biodynamie, en tout cas chez Château Mazères, Château Frontenac. Je te propose que, en même temps que je me serve un vin pour simplement déguster et le Château Mazères que tu nous as gentiment apporté, que tu présentes tout simplement ce domaine. Je peux peut-être parler par exemple de l'encépagement ou du terroir aujourd'hui du Château Mazères, par exemple. Château Mazères, donc nous sommes à Pomerol, une appellation qui est relativement petite puisqu'il y a 800 et quelques hectares à Pomerol. Et Mazères est la deuxième plus vaste propriété de Pomerol avec 25 hectares et demi de vignes qui sont distribués en 3 pôles. Il y a les parcelles autour de la maison, on est plutôt sur des graves. Ce qu'on appelle des graves à Bordeaux, c'est des cailloux. Voilà, ce sont des graves fines, ce sont des petits cailloux, mais des cailloux tout de même. Ça va donner des vins qui sont très marqués par un côté fumé au niveau aromatique, naturel, et puis une structure très raffinée, tout en élégance, tout en subtilité. C'est à peu près 40% du domaine. D'accord. Il y a à peu près 40% dans la partie... Là, on est à l'ouest de l'appellation. Il y a à peu près 40% dans la partie sud, où là, on est sur des sables argileux. D'accord. Qui vont donner des vins plus sphériques, avec une dimension de sensation de velours, une sensation tactile assez intéressante, et cette sensation de sphère pleine. Et puis enfin, il y a 20% qui sont situés sur une terrasse un peu au-dessus, où il y a plus d'argile. Dès qu'il y a de l'argile dans le sol, ça fait des vins qui sont plus larges, plus concentrés, voilà, c'est un petit peu la colonne vertébrale au moment de l'assemblage. Voilà, donc c'est l'assemblage de ces 3 terroirs qui donne Mazères, qui produit Mazères. D'accord. Et ces parcelles, du coup, elles sont les mêmes depuis longtemps? Vous êtes agrandi? Comment est-ce que ça s'est... Mazères s'est beaucoup agrandi, mais principalement avant que j'arrive. D'accord. Mazères a changé de main en 1990, et entre 90 et 92, Mazères s'est agrandi. Il s'est passé de 9 hectares à presque ce qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, d'où cette dispersion d'ailleurs. Oui, bien sûr. Géographique, mais ça complique un petit peu les choses parce qu'il faut aller d'un coin à l'autre. Mais par contre, ça a un avantage au niveau de l'assemblage parce qu'il y a des millésimes où les sols sont assez différents, donc la réaction des vignes est assez différente. Et il y a une complémentarité qui est intéressante. Ça participe à la complexité aussi. Ceci étant, on est dans les 3 cas sur les dernières terrasses de Pomerol. Pomerol est une sorte c'est un plateau, on va dire. Un plateau qui a été érodé par une rivière qui s'appelle l'Ils, qui se jette dans la Dordogne à Libourne. D'accord. Donc elle a érodé ses terrasses, et à chaque fois, elle entraîne avec elle les parties les plus légères, les éléments légers, c'est-à-dire les argiles. Ce qui fait que sur le plateau, on a des quantités d'argile qui sont très très fortes, avec au sommet du plateau un cru fort connu qui s'appelle le Château Pétrus, qui a des sols argileux très particuliers. Mais autour, il y a encore beaucoup d'argile. Et plus on descend dans les terrasses, plus la rivière a lavé un petit peu l'argile, et donc plus il y a de sable au détriment de l'argile. Donc on a des vins moins puissants sur les dernières terrasses, puisqu'on a moins d'argile. Mais malgré tout, on retrouve ce que l'on peut attendre d'un Pomerol, c'est à la fois cette onctuosité, cette sensation tactile, bien sûr, que l'on qualifie souvent de velouté, qui est recherchée dans les vins de Pomerol. Et puis le profil aromatique typique des vins de Pomerol aussi. Et donc le merlot,
Notamment s'épanouit bien sur cette partie Le argileuse, merlot c'est s'épanouit ça? bien dans Pomerol en général. Dans Pomerol en général. Il doit y avoir sur l'appellation 80% de merlot, complété avec principalement du cabernet franc, qui sont les deux principaux cépages de Pomerol. Ceci étant, nous avons anticipé un petit peu déjà il y a quelques années le changement climatique et on a commencé à modifier notre encépagement. D'accord. Légèrement, tout en restant évidemment dans les cépages autorisés et traditionnels, mais on a diminué sur certaines parcelles. Quand on les arrachait, on a plutôt mis du cabernet franc que du merlot. Il ne s'agit pas de bannir le merlot, ça restera notre cépage principal. Bien sûr. Mais on était à 90% de merlot. Aujourd'hui, on est à 83%. Donc on a planté du cabernet franc. Pourquoi du cabernet franc? Parce que c'est un cépage qui, même dans les millésimes chauds, garde une forme de colonne vertébrale. Le merlot est un cépage très généreux sur la rondeur, mais tu vois, il a tendance parfois un petit peu à s'étaler un peu, à perdre un peu de sa tonicité. Alors que le cabernet franc garde cette tonicité, en milieu de bouche, là, cette dimension de colonne. Et puis on a été les premiers à planter un cépage qui venait d'être autorisé en 2011, qui s'appelle le petit verre d'eau. D'accord. Qui est un cépage traditionnel du Médoc, que l'on ne pouvait pas utiliser à l'époque sur la rive droite, et puis ça a évolué, ça évolue pas souvent, mais là ça a évolué. Et donc ce cépage... Dans le bon sens visiblement, voilà, puisque ça vous sert aussi. Ça nous sert. Donc on en a planté à peine 3%, c'est juste l'intérêt de ce cépage, c'est que même quand il est bien mûr, il garde une acidité importante qui est fraîche. Et donc mettre un tout petit peu de petit verre d'eau, ça vient relever un peu la finale, tu vois, ça vient donner un peu de tonicité sur la finale. Ça allonge le vin, ça évite qu'il s'écrase même dans les millésimes très solaires. Ça apporte cette dimension de fraîcheur qui m'intéresse. Et on m'avait décrit le petit verre d'eau, on m'avait dit c'est un peu le sel et le poivre qui vient donc 3%, apporter ce qu'il tu faut. vois, je crois que c'est Laurent Fortin du Château d'Ozac qui m'avait dit ça. Il m'a dit c'est un peu le sel et le poivre qui viennent relever le tout, et qui est assez intéressant. Voilà, donc on a 3% de petits verres d'eau, 24 de cabernet franc, et le reste en merlot aujourd'hui. D'accord. Et je te propose qu'on passe à la dégustation. Donc là, nous avons un 2006. Je souhaitais amener un 2006. C'est un millésime. 2016. 2016, pardon, excuse-moi. 2016, oui. Pardon. La prochaine fois, un 2006 avec plaisir également. Oui. Mais je voulais amener un vin en biodynamie, donc c'est 2016. 2006 n'était pas encore en biodynamie. Voilà, c'est un millésime, je qualifierais peut-être d'improbable, parce qu'on a eu un printemps plutôt humide, difficile. Mais le soleil est arrivé au moment de la floraison. Pendant 10 jours, il a fait un temps superbe. Donc la floraison s'est très bien passée au milieu d'un printemps difficile avec une forte pression de mildiou. Et je ne sais pas, la météo avait rendez-vous avec la chronologie et les astres. En tout cas, à partir du 21 juin, donc le jour de l'été est arrivé. D'accord. Et il n'est plus parti. On a eu un été très, très chaud et plutôt sec et chaud. Fin août, les vignes commençaient à souffrir un petit peu de la sécheresse. Et en septembre, le 13 précisément, si je me souviens bien, on a eu un bel orage qui est venu relancer les choses, éviter que la vigne ne se bloque. Magnifique. On a commencé à trouver que c'était difficile. Et ça a permis de finir de mûrir. On a ramassé pas très tôt, on a dû ramasser à partir du 25 septembre, je crois, jusqu'au 10 octobre. Mais voilà, des raisins qui du coup étaient avec un bel équilibre, et c'est un très beau millésime classique de Bordeaux. Génial. Et je te propose qu'on passe à la dégustation, que peut-être même tu puisses nous décrire un petit peu, pour les auditeurs qui n'ont pas ni l'odeur ni le goût, malheureusement pour eux, de savoir un petit peu ce qu'exprime un petit peu ce Château Mazères 2016. Au niveau du nez, on est plutôt sur... on voit que c'est un millésime quand même assez chaud, bien qu'il ne soit pas marqué que par un côté solaire, parce qu'on n'est pas allé vers un excès, mais quand même un millésime chaud, donc on est plutôt sur des fruits noirs, dans le registre de la mûre, du cassis. Il y a une dimension épicée aussi, un peu poivre blanc, légèrement fruits à coque aussi. Et une dimension florale à laquelle je tiens. La biodynamie a tendance à favoriser ça, une expression florale. Qu'on retrouve peut-être un petit peu plus dans le cabernet franc que dans la partie merlot, non? Ou même... Pas forcément. Pas forcément. Okay. Ça dépend surtout du sol. Il y a des sols qui l'expriment plus. Par exemple, à Fontroc, on est sur un terroir très différent à Fontroc, puisqu'on est sur des plateaux calcaires et des coteaux argilo-calcaires. Dans le calcaire, la violette est toujours très présente. D'accord. Même sur le merlot. On est sur un vin qui me semble avoir une belle présence. Beaucoup de rondeur en bouche.
beaucoup de rondeur. On est beaucoup sur un côté à la fois aérien mais plein. On sent la texture qui est plutôt vers... on n'est pas vers la soie, on est plutôt vers le velours. Il y a un peu plus d'épaisseur que la soie. Bien sûr. Dans cette texture. De nouveau en bouche, on est sur des arômes de fruits noirs, un petit peu de prune. Des choses où on sent une belle expression du merlot dans un millésime chaleureux, mais avec beaucoup de fraîcheur. Le vin n'est pas écrasé, il n'est pas fatigant, il reste vivant. La finale monte. Ce que je trouve sympa justement, c'est qu'on a ce côté assez mûr du fruit en bouche, mais en même temps, pas la lourdeur qu'on peut avoir quand on a parfois des fruits assez mûrs en bouche. Il y a quand même une certaine fraîcheur, une certaine acidité qui relève un peu le tout. Pour autant, il y a de la matière, et donc je trouve que c'est assez complet. Et donc ça, c'est notamment l'effet biodynamie. Oui. Et puis il y a une complexité. Alors l'intérêt aussi des vins en biodynamie, enfin la magie, si je peux dire, des vins en biodynamie, c'est qu'ils racontent une histoire. Donc là, on l'a ouvert il y a quelques minutes. Mais si tu gardes ce vin dans le verre et que dans un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tu reviens dessus, il va exprimer des choses différentes. Il va passer par des phases aromatiques différentes. Il va être très changeant. Et voilà, c'est pas quelque chose de figé. On sent qu'il y a une dimension vivante dans ces vins qui est intéressante. Et qui est excitante d'une certaine manière, parce que on a envie du coup de rien qu'à t'écouter, on a très envie de se dire bon, alors je vais poser mon verre et je reviens dans 1 heure, et en fait c'est un côté expérimental que tu disais qui t'excitait aussi dans le quotidien, qui est super sympa. Du coup on s'arrête jamais d'apprendre, de découvrir. C'est peut-être aussi ça un peu l'intérêt de cette pratique. C'est ça aussi. Manière. Je pense que c'est aussi des pratiques qui permettent d'optimiser l'expression du terroir. Je pense qu'on a des vins plus singuliers en biodynamie, et c'est à mon avis un intérêt important. Je vois chaque année, on a des parcelles différentes, on les vinifie dans des cuves différentes, mais la manière dont le terroir s'exprime, c'est fou. Là. Cette année, on avait à Fonroc 21 cuves, mais je pense que si j'ai devant moi les 21 cuves à l'aveugle, je vais savoir d'où elles viennent, parce que ça exprime tellement le sol et l'origine de la parcelle. Ça, c'est assez fabuleux. Et on le sent, par exemple, à Mazères, si on goûte les 10 derniers millésimes avant la biodynamie et les 10 millésimes après, on a l'impression que c'est pas le même vin. Celui qui ne connaît pas l'étiquette se dira, tiens, on m'a servi un autre vin. Tu vois, il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de respiration dans le vin, beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de raffinement. Et du coup, ça m'intéresse de parler un petit peu aussi de ce message, on va dire, un peu de la biodynamie. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de porter aussi à Bordeaux, ou comment est-ce que tu vois ton rôle? Est-ce que tu le fais, on va dire, entre guillemets, chez toi, et c'est ton meilleur étendard, ou est-ce que tu as envie, tu te déplaces, tu essaies d'échanger avec des gens pour essayer de convaincre autour de toi? C'est quoi ta vision là-dessus? Non, je pense que j'ai plaisir à partager. Donc on a commencé en 2002 à Fonroc. À partir de 2006, je dirais, j'ai commencé à avoir des viticulteurs qui venaient. Des gens qui venaient en raison de la biodynamie. Bon, je ne reçois pas tout le monde parce que j'ai des équipes autour de moi pour m'aider. Mais par contre, quand ce sont des professionnels, c'est moi qui le fais. Et j'ai commencé à avoir des viticulteurs qui venaient, mais c'était devenu une activité non négligeable. Et je m'étais forcé de ne pas y passer plus d'une demi-journée par semaine, parce que sinon, bien sûr, je n'arrivais plus, quoi. Donc j'ai reçu beaucoup de monde. Il y a des gens qui m'ont demandé de les aider pour passer en biodynamie, des gens dans le Médoc, principalement. Et je l'ai fait bien volontiers, au moins pour leur mettre les pieds à l'étrier pendant 2-3 ans. Après, bon, j'ai pas voulu poursuivre parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément la disponibilité pour m'engager dans une véritable activité de consultant. Aujourd'hui, ça ne me désintéresserait pas de continuer à condition de pouvoir aller au bout des choses, c'est-à-dire pas juste la biodynamie, mais aller jusqu'au produit final. C'est quelque chose qui m'intéresserait, et bon, voilà. Mais à Bordeaux, c'est encore rare, non? Ça se développe. Ça se développe. Non, Bordeaux
a la capacité de savoir bouger rapidement. Donc ils ont mis du temps, il y a une inertie. Il y a à la fois de l'inertie, mais une fois que ça se met à bouger, c'est une locomotive qui avance très vite. Qui avance, oui. Donc il y a quand même du monde. Après, évidemment, si on regarde en pourcentage, ça reste faible, mais on parle de pas grand-chose. Mais bon, il y a quand même une sensibilisation des gens par rapport aux problèmes environnementaux qui est assez générale quand même. Chacun le traite à sa manière, avec ses capacités, et je ne juge en rien. Mais voilà, des gens qui s'en désintéressent tout à fait en disant je vais continuer comme avant, bon, il y en a très peu aujourd'hui. Alors certains passent en agriculture raisonnée, d'autres en bio, d'autres en biodynamie, d'autres ni l'un ni l'autre, mais se posent des questions. Enfin voilà, il y a quand même un mouvement de fond. Il y a une marche, qui est Et j'ai confiance parce que Bordeaux a cette capacité de se remettre en cause. Voilà. Donc tu es assez confiant pour le Bordelais au niveau de cette pratique, en tout cas. Mais ça m'intéresse de parler de la biodynamie et de favoriser. Je suis allé un petit peu dans des écoles aussi, des écoles de commerce ou autres, faire comme ça des sessions sur la biodynamie. Je participe assez régulièrement à Shanghai à une journée de séminaire qui a de conférences sur la notion de terroir, une fois par an. Alors bon, c'est un peu loin, c'est pas très cohérent si on regarde l'empreinte carbone, mais ça permet aussi de sensibiliser des gens. C'est peut-être l'impact que ça a derrière aussi qui est important d'une certaine manière. Donc ça m'intéresse, oui. Je peux pas faire que ça, mais je le fais aussi. Oui, tu es heureux et volontaire de dédier ton temps au développement vraiment de la biodynamie de manière large, que ce soit à Bordeaux ou même au-delà en fait. Et puis depuis 2002, on produit de la biodynamie à Font-Roch, on n'a jamais eu d'accident sérieux. Donc ça montre que c'est possible, hein, parce qu'il y a toujours des gens pour dire mais la biodynamie dans le climat bordelais, c'est pas possible. Bon. Voilà, c'est pas possible tant qu'on n'essaie pas. Mais si on essaye vraiment, ça fonctionne. Là, c'est une belle preuve, on va dire, d'une certaine manière. Et alors, on parle pas mal de la biodynamie, c'est hyper intéressant, mais il y a aussi on va dire, des défis environnementaux. Donc les deux domaines, on va dire, font sûrement face. La biodynamie est sûrement une solution, partielle, totale, je sais pas, mais qu'est-ce que vous mettez en place, si ce n'est la biodynamie, dans ce sens-là? Tu parlais de l'encépagement. Alors, si ce n'est la biodynamie, il y a quand même tout de même aussi la biodynamie. Donc, bien sûr. Ça compte là-dedans, en ce sens que la biodynamie permet de favoriser la résistance de la vigne à toute forme de stress, y compris le stress hydrique. D'accord. Et donc ça a permis de retarder le moment où la vigne va rentrer dans un stress trop important. Tu sais que pour produire des grands vins rouges, il faut que la vigne, à partir du moment où le raisin est formé, elle rentre dans ce qu'on appelle une contrainte hydrique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un petit peu de difficulté à trouver son eau, mais pas trop. Si l'eau est trop disponible, ça va faire des vins qui sont fluides, qui n'ont pas de consistance. Mais si par contre la vigne a du mal à trouver l'eau et commence à rentrer en stress, les feuilles commencent à jaunir, etc., là on va perdre l'équilibre dans les vins, on va perdre la longueur, on va perdre au niveau aromatique la fraîcheur, enfin bon, la qualité peut vite baisser. Donc il ne faut pas rentrer dans ce stress, il faut rester dans cette contrainte. Et donc le climat changeant, il faut s'adapter. Bien sûr. C'est vrai que pendant 25 ans, ma préoccupation, c'était comment faire mûrir les raisins à l'optimum. Voir comment avoir le plus de sucre possible, pour ne pas chaptaliser. D'accord, oui, ce qui est problématique. On ne chaptalise pas. Et à Bordeaux, à une époque, c'était le sport. Donc, et je n'étais pas le seul, tout le monde avait cette préoccupation. Et là, tout d'un coup, on est rentré dans une préoccupation qui consiste à se dire comment on va faire en sorte de ne pas avoir trop de sucre. De ne pas aller vers une maturité trop importante. C'est aller vite. Pour garder le style du vin, pour garder cette fraîcheur, cette élégance des vins de Bordeaux, et pas être marqué par trop de chaleur. Donc c'est une manière de réfléchir qui est totalement différente. Donc je disais, la biodynamie nous sert en ce sens que la vigne est plus capable de résister. Bien sûr. On utilise des préparats biodynamiques et des tisanes qui nous aident à repousser le stress. Par exemple, une tisane d'Achille millefeuille pendant l'été, quand la vigne commence à souffrir un peu, ça la détend, ça l'aide. Ce sont des choses homéopathiques, mais c'est la somme de détails qui fait qu'à un moment on arrive Bien sûr, à trouver des solutions. Il n'y aura pas une solution miracle de toute façon.
Voilà. Et ensuite, la biodynamie permet de favoriser la vie du sol. J'en ai parlé tout à l'heure. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, pour capter l'eau qui est dans le sol, elle a sa racine principale, les racines pérennes. Elle a des racines dites annuelles, des radicelles qui poussent tous les ans et qui, pendant l'hiver, sont éventuellement écrasées parce que l'argile gonflant, ça les écrase et elles repoussent au printemps suivant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mycorhisation. La mycorhize, ce sont des champignons mycéliens qui vont pousser sur la racine et continuer à exploiter le terroir pour la plante. D'accord. Donc ce sont des champignons qui vont aller chercher l'eau et les sels minéraux pour la racine. Et en échange, va se nourrir en cherchant des hydrates de carbone, des sucres, dans la sève de la plante. D'accord. Donc c'est un fonctionnement, je prends, je donne, voilà, sain, chacun y trouve son compte. Mais ça permet, au-delà de l'enracinement, ça permet d'aller chercher encore plus l'eau disponible dans le terroir, d'aller plus loin à ce niveau-là, et donc de mieux résister, de repousser la limite du moment où la vigne va rentrer en stress. Donc la biodynamie est un point très important. Ceci étant, il n'y a pas que ça. Oui. Il y a l'adaptation des cépages, on en a parlé tout à l'heure à Mazères, hein. On n'a pas attendu, on avait commencé à anticiper, on va continuer. Voilà. Depuis 2 ans, on a aussi commencé à modifier nos choix de porte-greffe. D'accord. C'est qu'en France, depuis la crise phylloxérique, le phylloxéra, c'est un petit insecte qui pique les racines de la plante et détruit le vignoble, qui s'est développé en France à la fin du 19e. Depuis, les pieds de vigne, dans la très grande majorité des cas, sont greffés sur une racine dite américaine, des bois qui sont d'origine américaine. Et on a développé des porte-greffes en faisant des croisements avec différentes caractéristiques. Certains sont adaptés pour les sols calcaires, d'autres pour les sols graveleux, etc. Mais il y en a qui sont adaptés au climat bordelais et d'autres plutôt au climat méditerranéen. D'accord. Donc là, ça fait 2 ans que je commence à planter des porte-greffes qui sont plutôt adaptés au climat méditerranéen. Donc, parce qu'on parle beaucoup de changer les cépages. Est-ce que les cépages au bordelais vont résister? Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire des cépages X ou Y avant de commencer à modifier ça, le cépage, qui est quand même l'identité forte du terroir sur un sol donné, mais enfin l'identité des vins de Bordeaux. Avant de s'intéresser à ça, je pense qu'il faut s'intéresser à la racine, puisque le problème est là. Hein, c'est d'aller chercher l'eau, voilà, bien sûr. Et donc au choix des porte-greffes que l'on utilise. Donc sur certaines parcelles, j'ai planté des porte-greffes dits méditerranéens. Voilà. Okay. Donc ça, c'est intéressant, c'est la première fois, je pense qu'on nous en parle aussi dans ce podcast, le changement du porte-greffe avec ce sens-là qui paraît très logique en fait, le système racinaire étant ce qui apporte de l'eau à la vigne. S'il y en a qui sont plus adaptés à des climats plus secs, anticiper demain en disant qu'on va planter ça, c'est forcément une solution qui mérite d'être creusée. Et ça a déjà été fait ailleurs Il y a d'autres personnes qui ont commencé à le faire aussi, oui, à D'accord. Bordeaux, pas beaucoup, mais ça commence à venir. D'accord. Voilà. Après, il y a le changement de pratique viticole. Je parlais du fait que pendant longtemps, on a cherché à avoir du sucre. Bon, aujourd'hui, les effeuillages, par exemple, qui consistent à enlever les feuilles devant les raisins pour favoriser la maturation, surtout on ne le fait plus. On essaie de garder le plus de feuillage possible pour que les raisins ne soient pas trop exposés et ne prennent pas trop de lumière et de chaleur. On a tendance à baisser aussi la hauteur de rognage. Le rognage, tu sais, à Bordeaux, les vignes sont organisées en forme de haie. Oui. Et le rognage, c'est le fait de tailler en forme de haie. Oui, ok. À une époque, dans les années 90, c'était la mode d'augmenter la hauteur de rognage pour qu'il y ait plus de feuilles. D'accord. Parce que la feuille, c'est l'usine à sucre. Là, aujourd'hui, on a tendance à vouloir rebaisser un peu. Bon. Ceci étant, si le climat continue à changer au même rythme, peut-être qu'il faudra se poser des questions sur la réglementation. On en revient à ce problème que j'ai évoqué au début avec la Nouvelle-Zélande. On est enfermé dans des problèmes réglementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le palissage tel qu'on l'a est le meilleur système? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des vignes éventuellement en gobelet où on arrive à avoir plus d'ombre sur les raisins et créer un microclimat qui est peut-être plus favorable? Enfin, j'ai pas de réponse, par contre. Oui, c'est pas une solution, mais il faut peut-être expérimenter plus, et pour expérimenter, il faut avoir cette liberté de le faire, on va dire, en restant dans l'appellation. Un dernier mot un petit peu, je trouvais ça intéressant éventuellement de finir là-dessus.
Tu parlais de la juridiction. Aujourd'hui en France, il y en a sûrement qui connaissent pas forcément un petit peu les limites aujourd'hui qu'impose la juridiction. Tu parlais notamment du palissage. C'est quoi aujourd'hui les limites juridiques qui font qu'on ne peut pas expérimenter tant de choses que ça aujourd'hui, notamment à Bordeaux, parce que parfois c'est sur une appellation plus que sur un territoire national. On est obligé d'avoir un palissage à Bordeaux. La réglementation nous oblige d'avoir des piquets et des fils de fer. Alors on pourrait contourner la réglementation en mettant les fils de fer dans la terre, mais enfin, c'est jouer un peu avec le système. Donc voilà, c'est une obligation. On a l'obligation d'une certaine forme de taille aussi. Ouais. On a des choses... et on a une obligation d'une certaine densité, un nombre de pieds par hectare. Ça c'est nécessaire. Mais voilà, est-ce qu'avec le climat qui change, ça va encore être la bonne solution ? Je ne suis pas certain. D'accord. Surtout, je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir la réflexion. Tu vois. Je comprends. On est parfois un petit peu... Tout le monde réfléchit dans la même voie. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment regarder autrement, sous un angle différent, pour carrément ouvrir et se dire, bon, ben voilà, quid de la viticulture dans 20 ans, on sera où et que faire, et ça va vite quand même. Donc nous on est sur des systèmes où si tu veux essayer un mode de palissage, il faut du recul, il faut des années, il faut d'abord le modifier, que la vigne s'adapte, qu'on puisse voir ce que ça donne. C'est pas des choses où on essaye pendant 1 an ou 2 et puis on dit c'est bon, on le fait. Donc il faut pas trop traîner. Oui, l'enjeu est assez rapide parce que forcément, entre le développement de la vigne, si on commence à planter et que ça met 5 ans, enfin bref, il y a quand même pas mal d'enjeux. Et est-ce que ton engagement, toi, notamment, il me semble que tu fais partie de la Jurade, c'est ça, de Saint-Émilion, est-ce que c'est des choses, des discussions que vous avez souvent entre vous, ou pas forcément, ou peut-être pas dans ces cercles-là, on va dire Pas beaucoup dans ces cercles-là. C'est plutôt les vrais échanges techniques, je les ai plutôt avec les membres de Biodivin. D'accord. Quand on se retrouve pour différentes manifestations, pour notre assemblée générale, on a des groupes régionaux, enfin bon, c'est plutôt là que l'on avance dans la réflexion. Parce qu'on pense biodynamie et que c'est une manière un petit peu différente. La biodynamie est une manière de regarder la vigne qui fait qu'on ne veut surtout rien forcer. On veut accompagner. Donc l'idée, c'est d'observer la nature le plus finement possible, avec tous les outils que l'on a, que ce soit nos sens, que ce soit éventuellement notre intuition, que ce soit tout est bon. Donc l'observer pour essayer de comprendre où elle veut aller et l'accompagner. Donc c'est renforcer les phénomènes naturels. On ne contrôle rien, on ne veut surtout pas contrôler la nature. C'est un mythe de penser qu'on contrôlera la nature, ça n'arrivera jamais. À partir de là, ça donne quand même un regard qui est un petit peu différent. Bien sûr. Par rapport à la manière de réfléchir les autres. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je réfléchis. Je me sens plus à l'aise. D'accord. Et il y a des actions justement de Biodivin dans ce sens-là, on va dire, au niveau... Parce que c'est quand même très réglementaire, enfin, c'est assez lourd, c'est assez administratif, on va dire, comme process. Et... Les gens sont un peu plus libres dans leur tête. Ouais. Les membres de Biodivin, le fait d'être passé en biodynamie, tout ça, c'est quand même un signe. Il me semble que les gens sont un peu plus libres dans leur tête et qu'on arrive à mieux avancer entre nous. Voilà. Bon. Ok. Écoute, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment avec toi. Merci à toi, merci de m'avoir invité, je suis ravi. Une très belle dégustation également, un très bon moment ensemble et un beau plaidoyer, on va dire aussi pour la biodynamie. Petite question, est-ce que vous accueillez un peu du public oui. Au Château Mazères, au Château Fonroc? Aussi bien à Mazères qu'à Fonroc, on fait notre part de nos tourismes nécessaires. Donc on accueille du monde, on fait des visites qui durent à peu près 1 heure. On va voir les vignes, on présente un petit peu la biodynamie, on présente la vinification et ensuite on déguste. Voilà, oui. Bon, et bien alors pour ceux qui souhaitent venir déguster, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, voilà. À Pomerol comme à Saint-Émilion. Absolument, pour dire, c'est mieux de prendre rendez-vous. Mais voilà, ils sont les bienvenus. Et bien avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain. Merci à toi Nicolas. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié,
pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.